L'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d'ici à 2030. Ça signifie qu'il est probable, alors il est plausible qu'on commence à le sentir avant 2030, mais probable que dans le courant des années 2030, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire qu'il y ait des goulets d'étranglement amont qui feront qu'on n'aura pas tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'économie, pour faire fonctionner la société, pour organiser notamment peut-être une grande décarbonation, on va savoir. On n'aura pas tout, et qu'il va y avoir donc des renoncements à opérer. Et que si on ne sait pas les opérer, et si on laisse le marché faire, eh ben, ce seront des renoncements débiles. On va avoir des choses qui sont totalement superflues, du gadget pour quelques riches, mais rentable, qui va continuer à fonctionner, tandis que des choses vitales pour la plupart des gens, elles, pourraient s'arrêter de fonctionner. À moins qu'il y ait les bonnes décisions politiques qui soient prises, vraiment. Mais peut-on encore vraiment compter là-dessus ? Aujourd'hui, on peut dire quand même que la ressource qui a le plus forgé les sociétés actuelles, c'est-à-dire que la manière dont les sociétés aujourd'hui existent, comme elles sont organisées et comme elles sont structurées, c'est à la fois les villes, les infrastructures, les routes, la mondialisation, les flux, la logistique internationale, c'est à la fois ce qu'on achète, ce que l'on vend, comment on le produit, etc., toute l'économie. Ça existe sous cette forme exclusivement que parce que nous avons, depuis des générations déjà, une abondance perpétuelle de pétrole bon marché. Voilà. Donc c'est pas est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre, c'est pas ça la question. C'est une question de flux beaucoup plus que de stock. Et c'est est-ce qu'on a le pétrole en permanence quand on a besoin, la bonne quantité, la bonne disponibilité, la bonne accessibilité, au bon prix, en permanence. Si ça commence à dysfonctionner, bon, allez, on peut le supporter quelques semaines, quelques mois, et peut-être quelques années, mais je ne suis pas sûr, ça va dépendre. Mais au-delà, ça s'arrête. Donc si c'est juste des mauvais moments à passer, bon, on les passera. Mais si c'est une nouvelle dynamique, si on entre dans une nouvelle ère où il y aura moins de pétrole abondant et bon marché, et moins de gaz naturel abondant et bon marché, ça va progressivement remettre en question jusqu'aux modèles de société qui sont les nôtres. Ça va remettre en question un par un les modèles économiques des entreprises, et derrière, les sociétés tout entières. Les grandes découvertes de pétrole, si on écoute les données de Reichstadt, qui est quand même une des grandes références mondiales sur le sujet, les grandes découvertes de pétrole conventionnelles, c'était il y a plus de 50 ans. Reichstadt nous dit également qu'aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel de l'ordre de 16%, ce qui signifie que, sur Terre, pour chaque baril de pétrole que l'on découvre, on en consomme 6. Voilà ce que ça signifie. Donc, dire « Oh mon Dieu, il n'y a plus de pétrole demain », faux. Dire « Pas de problème de pétrole », faux. Voilà. Il va falloir juste naviguer entre les deux. Et avec le climat derrière ça, où il va falloir naviguer serré aussi. Enfin, quand je dis « il va falloir », il faudrait. Voilà. Pas parce qu'il faudrait qu'on va le faire. On n'est pas en tout cas parti pour faire ce qu'il faut. On a une ligne de crête extrêmement difficile à arpenter entre vite sortir du pétrole, mais pas trop vite, sinon on s'effondre, grosso modo. Ça demande des arbitrages extrêmement difficiles. Non, on n'est pas en train de faire ça. Alors, clairement, on dit ben non, on va continuer à consommer autant qu'on peut, tant qu'on peut, et on ne se sauve pas vraiment du pétrole. Ça se fera au prix donc de l'habitabilité de la planète Terre, d'ici quelques décennies et siècles. Ce sera pire encore derrière. L'histoire ne s'arrête pas en 2100. Ce que donc le Shift Project, que beaucoup de vous doivent connaître au moins de nom, think tank spécialisé énergie-climat essentiellement, mais pas que. Bon, ce qu'ils nous disent en faisant la synthèse des données de Reichstadt, c'est ça, que l'Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les approvisionnements pétroliers d'ici à 2030. Donc ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de pétrole dans 5 ans. Ça signifie qu'il est probable, alors il est plausible qu'on commence à le sentir avant 2030, mais probable que dans le courant des années 2030, les choses s'accélèrent, c'est-à-dire qu'il y ait des goulets d'étranglement amont qui feront qu'on n'aura pas tout ce dont on a besoin pour faire fonctionner l'économie, pour faire fonctionner la société, pour organiser notamment peut-être une grande décarbonation, on va savoir. On n'aura pas tout, et qu'il va y avoir donc des renoncements à opérer. Et que si on ne sait pas les opérer, et si on laisse le marché faire, eh ben, ce seront des renoncements débiles. On va avoir des choses qui sont totalement superflues, du gadget pour quelques riches, mais rentable, qui va continuer à fonctionner, tandis que des choses vitales pour la plupart des gens, elles, pourraient s'arrêter de fonctionner. À moins qu'il y ait les bonnes décisions politiques qui soient prises, vraiment. Mais peut-on encore vraiment compter là-dessus? Voilà, donc, on va avoir des dynamiques qui vont s'accélérer probablement dans les 10 ans qui viennent, et ce n'est que le début. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce n'est pas un mauvais moment à passer. Comme je le disais, nous sommes sur le point, tout simplement, de changer d'air, de sortir de l'ère du toujours plus, qu'on a connu depuis en fait des siècles et des siècles, mais avec une accélération depuis la révolution industrielle et encore une grande accélération post-Seconde Guerre mondiale pendant les 30 Glorieuses. Voilà, mais on a
aux guerres près et aux grandes crises près, des petits coups dans la courbe, ça a été du toujours plus. Ouais, ben ça, on en a encore pour quelques temps. Voilà. Je ne sais pas vous dire combien de temps, quelques années, quelques décennies. Et ensuite, on va basculer dans l'ère du toujours moins. Toujours. On ne gère pas du tout un monde avec toujours moins, de la même manière qu'on gère un monde avec toujours plus. On ne gère pas l'économie pareil, on ne gère pas la politique pareil, on ne gère pas la géopolitique pareil. Bref, il faut se préparer à ça, on ne s'y prépare pas. Mais alors on s'en fout. Radicalement, tout de même, il faut bien le dire. Hein. Ça n'est même pas un sujet, quoi. La France n'est pas très productrice de pétrole. Environ 1,5% du pétrole qu'on consomme. Donc, voilà, la France, et d'ailleurs l'Europe, hein, voyez-vous, on est quand même assez tributaire des approvisionnements d'autres pays. Encore faut-il qu'ils veuillent bien nous le vendre et dans des conditions acceptables. Est-ce qu'on peut maintenir une souveraineté dans ces conditions-là? Patati patata. Dans la lithosphère, on va également chercher des minerais dont on a besoin pour à peu près tout, hein, notamment pour ça. Voilà. Alors ça, c'est souvent ce que l'on regarde, ce à quoi on pense en premier lieu quand on pense transition énergétique et quand on pense décarbonation. Et effectivement, ça a un rôle à jouer, mais c'est un peu schématique. C'est pas que ça, la transition énergétique. Évidemment, c'est plus compliqué. Il y a différents piliers de la transition énergétique. Les 3 grands piliers aujourd'hui, on se met à peu près d'accord pour dire que c'est les renouvelables. Donc, effectivement, on va produire et consommer et utiliser et stocker l'énergie différemment. Mais de là à dire qu'on met des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, quelques autres trucs, on électrifie des batteries au lithium, des véhicules électriques, et puis c'est bon. Avec ces petits aménagements pris, on peut maintenir notre mode de vie? Non. Qu'avec ces choses-là, ça pourrait suffire à décarboner? Non. Alors pas du tout, quoi. Hein. Peut-être que ça aurait pu suffire si on s'y était mis il y a un siècle, mais on ne l'a pas fait, et là, c'est un peu trop tard. Alors, deuxième pilier, l'efficacité énergétique. Pour produire ce qu'on produit, on utilise moins d'énergie au passage. OK, très bien, on s'améliore, c'est super. Ça ne remet pas en question ce qu'on produit ou la quantité dont on le produit. Hein. C'est juste qu'au passage, on utilise moins d'énergie par voie d'optimisation et d'innovation technologique. OK, super. Ça ne va pas suffire. Non, ça ne va pas suffire parce que si on avait fait ce qu'il fallait dès le début des années 90, il aurait fallu qu'on baisse les émissions de gaz à effet de serre mondiales à peu près à cette vitesse-là. Si on l'avait fait 10 ans plus tard, c'était à cette vitesse-là. Dans le courant des années 2010, c'était à cette vitesse-là. Et maintenant, c'est là. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il faudrait organiser une chute libre, littéralement, des émissions de gaz à effet de serre pour se donner au moins 2 chances sur 3 de respecter, d'ici la fin du siècle, le seuil des 2 degrés, c'est-à-dire le moins ambitieux des 2 seuils fixés par l'accord de Paris. Voilà, il faudrait une chute libre. Et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Ça monte. C'est même pas que ça descend pas assez vite, ça monte, toujours, au niveau mondial. Oui, il y a eu des efforts. Oui, localement, on peut zoomer sur certains pays, certaines régions. Ça joue. Donc ça joue, oui, ça joue. Mais au niveau mondial, est-ce que ça joue? Pas encore. Est-ce que ça peut jouer? On verra bien. J'ai des doutes. La sobriété énergétique, le 3e pilier, c'est quoi? J'explique. Il y a 2 grandes catégories de leviers qui relèvent de la sobriété énergétique. Le premier levier, c'est celui sur lequel on focalise. Quand je dis on, je parle des dirigeants, des décideurs politiques de haut niveau. Voilà. La plupart du temps, quand ils parlent de sobriété, pour les quelques-uns qui en parlent, c'est vraiment on va réduire les superflus et les gaspillages. Donc globalement, on va conduire un peu moins vite sur l'autoroute. Ah, bon, mais ça apparemment c'est inacceptable. Donc on oublie. On va chauffer d'1 degré ou 2 de moins l'appartement l'hiver. On va mettre une couche de plus. On va supprimer les touillettes à la cantoche. Et tout ça, c'est volontairement un peu provocateur, mais il y a des véritables efforts que l'on peut faire qui sont loin d'être ridicules. Et au final, oui, il y a beaucoup de superflu, beaucoup de gaspillage, beaucoup de gabegie dans ce monde. Et si on rationalisait un petit peu tout ça, on pourrait réduire considérablement la note à la fin qu'il faut payer. Mais même ça, même si on le faisait à l'échelle mondiale, même si en valeur absolue on réduisait tout ça, on est encore très loin du compte. Très loin du compte. Il faut absolument la dernière catégorie de sous-levier. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, le truc qui est là que dont je n'ai pas encore parlé, c'est ce qui marche le mieux. C'est un levier, mais alors d'une puissance absolument incroyable. Quand on l'actionne, ça marche tout de suite. Le problème, c'est que c'est complètement incompatible avec notre modèle économique. Produire et consommer moins. Voilà, ça c'est bon. Hein. C'est l'autre dimension, la grande dimension de la sobriété, pas qu'énergétique d'ailleurs. Hein. Mais on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'on ne sait pas le faire. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire à certains niveaux, au niveau d'une entreprise et peut-être même d'un territoire, si on fait beaucoup d'efforts. Donc ça veut dire une vision, une cohérence systémique, une implication, mais aussi des moyens et une volonté politique partagée, etc. pour le faire, ça peut marcher localement. Donc il faut le faire quand on peut le faire. Hein. Et montrer que c'est un modèle possible.
Peut-être qu'un jour, d'autres s'en empareront. Mais imaginez que l'on pourrait faire ça en valeur absolue, à l'échelle mondiale, dans l'espace de temps qu'il nous reste, il va falloir se préparer au fait qu'on n'y arrivera probablement pas.